Le XVIe siècle est le siècle d'or de la monarchie espagnole. L'empereur Charles Quint puis son fils Philippe II dominent l'Europe et une partie du monde, des Amériques à l'Asie. Sur cet empire, le soleil ne se couche jamais. Pourtant, au cœur même de la Méditerranée, la suprématie de Madrid est contestée par l'Empire ottoman qui, depuis Constantinople, est en continuelle expansion. L'affrontement entre les deux puissances est inévitable. Il a lieu à Lépante, au large de la Grèce, à l'automne 1571. Une formidable bataille navale s'engage entre les flottes musulmanes et chrétiennes. De part et d'autre, 170 000 hommes s'affrontent sur des centaines de galères. Dans les rangs de la Cinq Ligues, Miguel de Cervantes combat au nom du roi d'Espagne. Il n'est pas encore l'auteur mondialement connu de Don Quichotte, mais un simple soldat à l'attitude héroïque. Bien que malade, il s'engage dans la bataille aux côtés de son jeune frère Rodrigo. Sous le feu adverse, Miguel de Cervantes est blessé par une balle d'arquebuse qui le rend infirme de la main gauche. Il y gagnera le surnom de Manchot de Lépante. Dans une mer rouge de sang, la flotte ottomane est défaite par les forces de la Sainte Ligue. Ce triomphe sur les musulmans est célébré partout dans la chrétienté. Mais cette victoire aura un goût amer. À défaut de vaincre au cours d'une guerre d'escadre, les Ottomans harcèleront côtes et navires chrétiens par d'incessantes attaques pirates. Quelques années plus tard, les frères Cervantes abandonnent la carrière des armes et rentrent chez eux. Leur destin va basculer un beau jour de septembre 1575. Cervantes va repartir pour l'Espagne avec son frère et ils s'embarquent tous les deux à Naples dans une flottille dont fait partie la galère Sol, c'est-à-dire le soleil. La flottille a fait en quelque sorte du cabotage, c'est-à-dire qu'elle a longé les côtes d'Espagne, le golfe de Gênes, puis les côtes de Provence, et là elle a été dispersée par la tempête. Et la galère où se trouve Cervantes reprend sa route et arrive en vue des côtes d'Espagne, c'est-à-dire du côté de Cadaqués, c'est-à-dire en Catalogne. Et c'est là qu'elle va être attaquée par deux galères barbaresques, sous les ordres d'un corsaire qui s'appelait Arnaud Mami, c'est-à-dire Mami l'Albanais, c'était un négat. Et le capitaine de la galère va se défendre héroïquement, il va même être tué pendant le combat va durer plusieurs heures, mais évidemment sous le nombre, la galère est obligée de se rendre, et Cervantes et son frère et l'ensemble des passagers vont être emmenés en captivité à Alger, probablement avec la galère, au moment où apparaissait à l'horizon le reste de la flottille qui avait réussi à se regrouper, mais il était trop tard. Prisonniers des musulmans, les infortunés aperçoivent Alger qui se dessine à l'horizon. Ils découvrent une vaste ville blanche, cernée de murailles et construite en amphithéâtre. Véritable repère de pirates, Alger est un allié précieux du sultan de Constantinople. La réputation de la ville n'est plus à faire. La cité barbaresque est alors surnommée le fléau de la chrétienté. Si Alger est crainte dans toute la Méditerranée, c'est l'œuvre des frères Barberousse. Ils ont fait de cette bourgade, autrefois misérable, le bastion et l'arsenal de la course contre les chrétiens. Miguel et Rodrigo de Cervantes ne se font guère d'illusions. On vient à Alger pour y faire fortune ou pour y être réduit en esclavage. Il arrive à Alger comme captif, chargé de chaînes, et la découverte d'Alger pour lui, suppose évidemment un élément de curiosité, puisque c'est une ville tout à fait différente de celle qu'il connaît, c'est un monde
complètement différent aussi et qu'il va découvrir peu à peu, mais c'est aussi le point de départ d'une expérience dont il ne sait pas combien de temps elle va durer et comment elle va s'achever. Alors les captifs, naturellement, n'étaient pas homogènes. Parmi les captifs, il y avait à l'évidence des gens dont on pouvait attendre une rançon importante. Les nobles, par exemple, dont l'identification était assez facile. Les religieux aussi, ou des personnages qui, pour une raison ou pour une autre, paraissaient avoir une grande valeur vénale. Le sort du manchot de Lépante et de son frère Rodrigo est à présent entre les mains de Dalimami. Le corsaire examine la main gauche atrophiée de Miguel de Cervantes. À ses yeux, cette infirmité ôte de la valeur marchande au robuste espagnol. Poursuivant son inspection, le renégat fait une découverte qui l'intrigue. Miguel est porteur de 2 lettres de recommandation qui sont signées de Don Juan d'Autriche et de son adjoint, le duc de Sées. Don Juan d'Autriche, c'est le demi-frère de Philippe II, c'est le général en chef de la Sainte Ligue, c'est celui qui est le vainqueur de Lépante, donc il était au plus haut de son prestige. Au moment où Cervantes se dispose à rentrer en Espagne, une recommandation de Don Juan d'Autriche est évidemment la meilleure des recommandations possibles. Et alors, Dalimami, voyant que Miguel de Cervantes a en sa possession ces 2 lettres de recommandation, se dit, bon, j'ai affaire à quelqu'un d'important, donc je vais fixer le prix de son rachat, sa rançon, une somme importante, c'est-à-dire 500 ducats d'or. La rançon de Cervantes est une rançon particulièrement élevée parce que, bien entendu, l'une des raisons de la variation des prix tient au statut de l'individu. Or, les autorités d'Alger étaient persuadées que Cervantes était un personnage important qui disposait d'une certaine fortune. Ils se trompaient, mais cela a beaucoup joué sur le sort personnel de Cervantes, pour qui il avait été proposé un prix de rachat élevé. Donc finalement 500 ducats, ça ne représente pas moins de 8 ans de travail d'un journalier agricole de l'époque. C'est une somme astronomique. Alors, les conditions de la captivité de Cervantes, elles sont liées à son statut, c'est-à-dire au fait d'abord que c'est un homme d'une certaine distinction personnelle, intellectuelle. Donc, il ne va pas être employé à des tâches serviles, on ne va pas l'expédier dans le bled pour accomplir des travaux de force. Il ne sera pas non plus employé dans les arsenaux, il ne va pas non plus être embarqué comme rameur sur une galère, il va devenir ce qu'on appelle un captif de rançon. Ancien soldat valeureux mais sans fortune, Miguel de Cervantes devient par méprise un précieux captif de rançon. Reste à déterminer le sort de son frère. C'est l'émissaire du pacha qui va en décider. Au nom du roi de la ville, il a le droit de taxer tout butin ramené au port par les corsaires. Son choix se porte sur Rodrigo, qui devient esclave du pacha. Ainsi, à peine débarqués à Alger, les frères Cervantes sont séparés. Le moteur principal de la vie économique à Alger, c'est certainement le commerce des esclaves. Il n'est pas le seul. Il faut bien voir qu'il s'agit d'un commerce particulier, celui des hommes, donc, qui s'insère dans le commerce général. Parce que on fait trafic d'hommes, et l'homme vraiment est une marchandise. C'est une marchandise à Alger, mais c'est une marchandise dans l'ensemble du monde méditerranéen. Cervantes a probablement été lui-même témoin de l'existence et de la réalité de marché d'esclaves, d'abord en Italie où il a vécu, puisqu'il y avait un marché d'esclaves non négligeable à Naples. Il y en avait un autre en Sicile, à Palerme, ou même à Messine.
Il y en avait également à Gênes et à Venise. Et en Espagne, il y avait des marchés d'esclaves qui n'étaient pas des marchés permanents, mais notamment à Valence, à Séville ou à Cordoue. Et surtout en Espagne, et c'est quelque chose qui est très peu connu, il y avait ce qu'on appelait des tournées de marchands d'esclaves. À Alger, point de marchands d'esclaves itinérants. Au cœur de la ville se dresse un marché permanent où les captifs sont traités comme du bétail. Les marchés aux esclaves sont des marchés très spectaculaires où les propriétaires qui veulent vendre leurs esclaves amènent bien entendu leur cheptel, si je puis essayer de m'exprimer. Ils ont souvent pris contact avec les héros qui jouent le rôle d'appariteur ou, si vous voulez, de commissaire-priseur et qui annoncent la mise en vente d'un esclave ou d'une esclave à un prix de base convenu en vantant ses qualités. Les acheteurs alors arrivent sur le marché, s'approchent des esclaves et les tâtent sous toutes les coutures. Le futur maître palpe les biceps et les cuisses des captifs. À coups de bâton, il le fait sautiller pour juger de sa musculature, élément primordial pour ceux voués aux travaux de force. L'acheteur inspecte systématiquement la bouche afin de vérifier la dentition, révélatrice d'éventuelles carences. Les lobes auriculaires font également l'objet d'une attention toute particulière, car dans l'aristocratie européenne, femmes et hommes portent dès leur plus jeune âge des pendants d'oreilles. Par superstition autant que par recherche d'indices, l'acheteur s'attarde sur les mains, celles marquées par le travail manuel ou au contraire celles soignées des bourgeois et des nobles. Car le futur maître cherche en priorité des esclaves de rançon qu'il revendra à profit. À défaut, il achète du personnel de maison, de la main-d'œuvre pour les bagnes, mais aussi, et en grand nombre, des galériens pour armer la flotte corsaire. La pire des conditions pour un esclave est de devenir galérien, parce que c'est un métier qui est très dur partout en Méditerranée, et quand on est attaché sur une galère, eh bien, on passe sa vie courte en général sur cette galère enchaînée. Le galérien y dort, y mange sur un espace qui fait moins d'1 mètre carré. Il est fixé par des anneaux dans le sol de sa galère. Il rame debout et non pas assis comme on le voit dans tous les mauvais films, parce qu'on ne peut pas ramer assis, ça n'est pas possible. Donc on rame en se mettant debout et on ne s'assoit que lorsque l'on ramène la rame vers soi et on s'assoit sur une espèce de banc de nage qui est derrière et on se remet debout avec le coup de rame suivant. On ne dit pas ramer, d'ailleurs, on dit voguer, d'où l'expression jusqu'à aujourd'hui, vogue la galère. Et donc, ces galériens qui voguent, il y en a à peu près 30% qui meurent dès la première année. Il y a également des gens dont on aperçoit très vite les qualités professionnelles, si vous voulez. Il y a des gens qui sont considérés comme de bons marins. On sait ou on se rend compte qu'ils sont de bons marins. Et on connaît des cas de gens dont le maître dit « mais je ne te revendrai pas pour 10 fois plus cher parce que tu es un bon marin que je tiens à garder ». Il y a également les charpentiers de marine, qui sont extrêmement précieux puisque ce sont des gens dont on va pouvoir se servir pour construire les nouvelles galères. Et là aussi, nous avons plusieurs exemples. Il y a les armuriers, tous ceux qui ont des connaissances en matière d'artillerie ou même tout simplement d'armes à feu. Nous avons rencontré un cas, mais là, ce n'était pas à Alger, c'était auprès du sultan, d'un armurier lombard riche, pour lequel sa famille avait proposé une magnifique rançon, et le sultan n'a jamais voulu
le revendre parce que, pour lui, c'était un prisonnier stratégique, si on peut ainsi s'exprimer. Il faut se rendre compte que les musulmans appréciaient beaucoup les femmes chrétiennes, pas uniquement comme objet sexuel, par exemple, mais parce qu'elles avaient une bonne réputation de ménagères. Et par conséquent, on voit bien que ces femmes sont en général surtout si elles sont jeunes, et si elles sont en bonne santé, elles sont très estimées. C'est vrai qu'il y a aussi une sorte de mythologie, on pourrait parler de charme slave, parce qu'on constate que, par exemple, beaucoup de négociants algérois allaient acheter des Russes sur le marché d'Istanbul, des femmes russes sur le marché d'Istanbul, et les épouser ensuite. Captif de rançon, Miguel de Cervantes est à présent immergé dans la ville qui terrifie toute la chrétienté. Jouissant de la liberté de circuler, il devient au fil des mois un observateur privilégié de la société algéroise. Alger est prospère et compte plus de 100 000 habitants, dont un bon quart d'esclaves. Elle est une ville cosmopolite où vivent mêlés musulmans, juifs et chrétiens. Dans ses rues, on parle la lingua franca, un sabir, mélange de toutes les langues de la Méditerranée. Mais ce que découvre également Cervantes, et qui sera plus tard la source de nombre de ses œuvres, c'est qu'à Alger, le destin n'est pas lié à la naissance. L'Empire ottoman encourage la promotion du mérite, et donc les destinées individuelles. Ici, plus qu'ailleurs, tout semble possible, et notamment en matière de relations entre maîtres et esclaves. Alors, on peut être surpris de voir que un certain nombre de captifs, je dis bien d'esclaves en somme, qui sont esclaves d'un maître musulman, séduisent l'épouse de ce maître et ont avec elle des relations sexuelles. Nous en avons la preuve dans un certain nombre de cas connus où le captif, étant découvert, se voit sommé de choisir entre la conversion et l'exécution, la mise à mort. Bon, dans tous les cas que nous avons rencontrés, le captif choisit la conversion. Quitte si plus tard il se retrouve devant l'Inquisition à expliquer que, bon, étant donné la menace de mort, et de la bouche et non du cœur, il s'était converti. Mais nous avons même trouvé un cas de captif qui donc copulait avec la femme de son maître. Il est découvert, il tue son maître et on lui propose la même chose, c'est-à-dire ou se convertir ou être exécuté. Il se convertit et il épouse la veuve. C'est un cas, bien sûr, un peu exceptionnel, mais qui montre à quel point il ne faut pas imaginer que le captif était méprisé au point que les femmes musulmanes ne le regardaient pas. Dans le récit du captif qui se trouve inclus dans le Don Quichotte, Cervantes se met indirectement en scène en disant « j'étais un captif de rançon et donc je portais une chaîne plus pour signifier que j'étais captif que pour autre chose ». Et donc apparemment il y avait de longs moments d'oisiveté dans la vie du captif de rançon. Ce que l'on sait, c'est que, d'après le témoignage de ses amis et de ses compagnons, c'est qu'il a écrit des poésies. Il a peut-être écrit, jeté sur
sur le papier les premières scènes d'une des pièces qu'il fera jouer à son retour en Espagne, qui s'appelle La vie à Alger, Lo Strato de Argel. Il a sans doute aussi écrit une épître à Mateo Vázquez, qui était un de ses amis, qui était un des conseillers de Philippe II, pour attirer son attention sur le sort des captifs d'Alger et essayer de le convaincre, de persuader Philippe II de reconquérir Alger. Il n'y a pas d'avenir, si je puis dire, pour un esclave. Le seul avenir, c'est de se faire renégat. Donc, on s'appelle Benedetto Piccioni Cap-Corsin, on va devenir Mohamed, on va devenir Mahomet, Ali, on se convertit, on est circoncis, et à ce moment-là, ce renégat a une certaine supériorité sur les pirates barbaresques parce qu'il a servi sur des bâtiments occidentaux qui sont plus gros, qui sont artillés, qui sont mieux armés, et par conséquent, le renégat devient une sorte de super corsaire. Et donc, devenant un super corsaire, il va finir par être acclamé par ce que l'on appelle la taïfa, c'est-à-dire l'assemblée des corsaires algériens, qui va l'acclamer pour qu'il devienne le nouveau chef, c'est-à-dire le nouveau pacha. À Alger, on a un pacha du XVIe siècle jusqu'en 1664, et ce chef de la taïfa, ce pacha, est en quelque sorte le roi d'Alger. Il est jeune, il a 30 ans, il gouverne Alger, la régence, jusqu'à ce qu'un nouveau corsaire, souvent renégat, napolitain ou portugais, soit acclamé à son tour parce qu'il a fait de nombreuses prises. L'ancien pacha, 32-35 ans, est étranglé, est assassiné. Celui-ci est nommé pacha à son tour, et ça dure comme ça jusqu'en 1664. Alors, pour prendre quelques exemples, le corsaire qui a capturé la galère de Cervantes, Arnaud Mami, était un corsaire d'origine albanaise. Dali Mami, son maître, était originaire de Grèce, je crois. Hassan, le pacha d'Alger, était originaire de Venise. Donc, immanquablement, Cervantes a rencontré des renégats. A-t-il pour autant ressenti la tentation de renier? Ceci, c'est une autre question. La conversion à l'islam, en fait, est très simple. Elle tient dans une formule. La ilaha illallah, Mohammed Rasoul Allah. Autrement dit, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed, Mahomet, est son envoyé ou son prophète, comme on voudra. Et on répète cette formule 3 fois en levant l'index de la main droite. Ou si on a la main droite coupée, eh bien, exceptionnellement, l'index de la main gauche. Une fois cette adhésion à l'islam enregistrée, si on peut ainsi s'exprimer, a lieu la circoncision. Il n'est pas obligatoire qu'elle ait lieu immédiatement après. Quelquefois, elle a lieu plus de quelques jours après. Cette circoncision est extrêmement redoutée par les chrétiens, parce qu'une circoncision qui est peu de choses lorsqu'il s'agit d'un enfant est beaucoup plus grave dans le cas d'un adulte. On a même vu des cas de gens qui avaient décidé de se convertir et qui, au dernier moment, changent d'avis à cause de la crainte de la circoncision. Cette circoncision est pratiquée par des experts, en principe. Elle est accompagnée de précautions. On enduit la partie concernée d'onguents, n'est-ce pas, destinée évidemment à rendre l'opération moins douloureuse. Et pour les uns, ça se passe très bien, ça dure finalement au bout de quelques jours, la question est réglée. Il y en a d'autres, par contre, qui subissent avec beaucoup de difficultés l'opération. Ils n'arrivent à être guéris véritablement que 2 mois ou 3 mois plus tard. Donc il y a incontestablement une épreuve à surmonter qui est redoutée par l'ensemble des chrétiens qui se convertissent. Il a toujours refusé
la tentation du reniement, et non seulement il l'a refusé, mais il s'est évertué à dissuader ses compagnons de captivité de renier. Enfin, il s'est véritablement investi dans la défense de la foi catholique. Il le dit lui-même et ses compagnons l'affirment, en particulier pour répondre aux accusations dont il a pu faire l'objet de la part de certains. C'est effectivement un aspect très important de la captivité de Cervantes que cette volonté de s'évader. Bon, il n'est pas le seul à le faire, mais il le fait sans doute parce qu'il se rend compte très vite que sa famille ne parviendra pas à réunir les sommes qui sont exigées pour son rachat, d'autant plus qu'il n'y a pas seulement son cas, il y a également celui de son frère. Et puis, enfin, c'est un homme plein de détermination, il s'est battu à l'épante, il a été soldat. Il ne veut pas, en quelque sorte, se résigner à son sort. Alors donc, il va essayer à 4 reprises de s'évader. Miguel de Cervantes ne se résout pas à sa condition de captif de rançon. Chaque jour, depuis 2 ans déjà, il rêve de recouvrer sa liberté perdue. Par terre ou par mer, tous les moyens sont bons pour quitter Alger. Au péril de sa vie et de celle de ses compagnons d'infortune, il tente plusieurs fois d'échapper à la vigilance de Dalimami, son maître. Les tentatives d'évasion sont assez fréquentes chez les captifs. Comment peut-on sortir de la captivité? Par le rachat, c'est vraiment la solution la plus répandue et la plus recherchée. Deuxième possibilité, évidemment, la conversion. C'est la deuxième grande solution. La troisième, c'est celle qui consiste à échapper à ses maîtres, alors par la fuite ou par la révolte. Il peut exister que sur des galères, il y ait des mutineries de l'ensemble des galériens. Cela s'est produit. La fuite est donc une autre voie qui a été tentée par Cervantes à 4 reprises, et ce d'autant plus qu'il y a des places en Afrique du Nord qui relèvent de la domination espagnole. Donc, ceux qui sont à Alger pensent à pouvoir gagner au rang, par exemple. Il y a quand même une certaine distance, il y a des centaines et des centaines de kilomètres. Ce n'est pas une entreprise facile, mais c'est une entreprise qui a tenté Cervantes, et il l'a tenté comme beaucoup d'autres. Certains y sont parvenus. Alors, représailles, évidemment. Il y a représailles d'abord sur ceux qui ont tenté et qui n'ont pas réussi. Et puis, il peut y avoir représailles sur des compagnons proches de ceux qui sont partis. Hassan Pacha est alors tristement célèbre pour sa cruauté. Au pouvoir depuis peu, ce nouveau roi règne par la terreur. On ne compte plus le nombre d'esclaves à qui il a fait donner la bastonnade, couper les oreilles ou le nez. Pire encore, il n'hésite pas à faire décapiter les fugitifs à titre d'exemple. Aussi, quand Miguel de Cervantes est amené au palais du Pacha, il peut redouter le pire. Sa vie est désormais entre les mains de l'homme le plus puissant et le plus craint d'Alger. Hassan Pacha découvre Cervantes, dont il connaît déjà la réputation d'insoumis. Esclaves et captifs de rançon constituant la richesse principale de la ville, le Pacha mène son enquête sur les conditions de l'évasion. Il promet à Cervantes la vie sauve s'il livre le nom de ses complices. N'écoutant que son courage, l'Espagnol assume seul la responsabilité de l'évasion. Séduit par son allure et son audace, le Pacha demande avis au seul homme dont il écoute encore les conseils, son beau-père, Harry Morato.
Ce renégat est tout à la fois commerçant et diplomate. Un homme de paix qui connaît les qualités de Cervantes auxquelles il pense pour quelques négociations futures. Morato plaide si bien la défense de Cervantes qu'Hassan Pacha se décide à le racheter à son maître. Dans l'assistance, un moine semble désapprouver l'inhabituelle clémence du Pacha. Juan Blanco de Paz, jaloux de l'aura et du courage de Cervantes, le poursuivra désormais sans relâche de sa haine. Il a chaque fois la vie sauve. Alors c'est un problème sur lequel s'interrogent les historiens. Pourquoi est-il épargné? Alors on peut te donner un certain nombre de raisons. Il y a d'abord le fait qu'étant captif de rançon, étant donné le montant de sa rançon, son propriétaire n'a pas intérêt à ce que cet objet de transaction disparaisse. Bon. Or, c'est le roi d'Alger qui est devenu le propriétaire de Cervantes. Donc s'il condamne à mort, eh bien, il perd le bénéfice de la rançon qu'il escompte. Et puis il y a également, pense-t-on, les relations qu'il avait pu établir avec Ahimorato, Ahimurat, qui est un personnage qui apparaît dans les fictions de Cervantine. C'était un renégat d'origine dalmate. Il était gouverneur d'une forteresse qui se trouvait à quelques kilomètres d'Alger, qui s'appelait Al-Bata. Et c'était également un conseiller du Grand Turc, c'est-à-dire qu'il avait, il avait exercé un certain nombre, il avait accompli un certain nombre de missions pour le compte du Grand Turc. Alors, le fait que Cervantes ait été porteur de lettres de recommandation, de Don Juan d'Autriche et du duc de Sée, ça a-t-il incité Archimorato à le prendre comme confident ou à lui demander de jouer un rôle d'intermédiaire? Ça, on ne le sait pas, mais c'est une hypothèse qui n'est pas absurde. Devenu la propriété d'Hassan Pacha, Miguel de Cervantes est jeté en prison pendant de longs mois. Sitôt libéré de ses entraves, il imagine un nouveau projet d'évasion. Depuis trop longtemps, il croupit dans la cité barbaresque et il n'envisage pas d'y rester davantage. D'autant qu'il est désormais seul à Alger puisque son frère Rodrigo a été racheté. Une nouvelle fois, et quels que soient les risques, Cervantes tente de prendre la fuite en compagnie d'autres captifs. Alors, la dernière tentative d'évasion, elle consiste pour Cervantes à rassembler un certain nombre de ses compagnons, à les cacher dans une grotte et à armer avec le concours d'un patron d'un navire et le concours de certains renégats, une frégate de une dizaine de bancs. Bon. Alors, ces préparatifs n'aboutissent pas parce que un des renégats prend peur et va raconter la chose à Juan Blanco de Paz, et donc Juan Blanco de Paz, sachant ce qui se trame, va dénoncer Cervantes à Hassan. Juan Blanco de Paz, était un dominicain qui avait été commissaire de l'Inquisition, je crois en Extrémadour, avant d'être capturé. Et quand il est arrivé à Alger, il a affirmé qu'il était toujours commissaire de l'Inquisition et que par conséquent, il exerçait un pouvoir particulier sur ses compagnons de captivité, puisque c'était l'homme qui était susceptible de les dénoncer à l'Inquisition s'ils reniaient. Alors, est-ce que ce statut était réel? Probablement pas. Et c'est pour cela qu'on peut dire que c'était un dominicain en rupture de ban, un commissaire en rupture de ban. Est-ce qu'il espérait être racheté? Je crois qu'il l'a été par la suite. Mais toujours est-il que la situation de Cervantes a constitué pour lui une sorte d'abcès de fixation. Est-ce qu'il s'en est tenu là, ce qui était déjà évidemment considérable? Il ne semble pas, puisque d'après les témoignages des compagnons de captivité de Cervantes, il aurait répandu sur son compte des propos infamants. Alors, qu'aurait-il dit, ça on ne le sait pas. Bon, on se demande s'il n'aurait pas affirmé que Cervantes était homosexuel et que par conséquent, grâce à ces relations particulières avec telle ou telle puissante algérois, il aurait échappé au supplice. L'homosexualité est aussi une possibilité qui existe dans les relations entre
entre maître et esclave. Alors, on en a parlé à propos de Cervantes, on s'est étonné du fait qu'il ait tenté 4 fois une évasion sans avoir été l'objet d'un châtiment. C'est un peu étrange. L'explication serait-elle des relations sexuelles qu'il aurait eues avec son maître? Nous n'en savons rien, nous n'avons aucune preuve, mais on ne peut rien écarter, car nous connaissons des cas de ce type, et précisément nous en avons alors du côté chrétien, nous avons à travers les sources de l'Inquisition des procès d'inquisition pour sodomie qui concernent un maître et son esclave, par exemple. Ça, nous avons un certain nombre de cas. Hassan Pacha est connu pour être un homosexuel notoire. Profitant de ce fait, Juan Blanco de Paz ne se contente pas de trahir Cervantes, il le diffame. Dans tout Alger, le moine répand une sordide rumeur. La mansuétude du pacha ne s'expliquerait que par les relations intimes qu'entretiennent maître et esclave. Pour Cervantes, l'affaire est grave. Si l'homosexualité est courante à Alger, au palais comme dans les bagnes, cette accusation compromet son retour en Espagne. En effet, les tribunaux du Saint-Office de l'Inquisition y sont alors tout-puissants et pourchassent ceux qui enfreignent les bonnes mœurs. Pour avoir fait échouer la tentative d'évasion de Cervantes, Juan Blanco de Paz reçoit un écu. C'est le prix de sa trahison. Reste au pacha à punir le récidiviste. Une fois encore, il doit la vie sauve à l'intervention de son protecteur, l'influent Harry Morato. Désormais, Cervantes se rend à l'évidence. Ses tentatives d'évasion sont vaines. Seul son rachat permettra sa libération. Jeté au cachot, il prend sa plume et multiplie les lettres. Il en appelle à sa famille, à ses amis et aux autorités espagnoles. Sans leur appui, il sait qu'il ne recouvrera jamais la liberté et devra se résoudre au désir de son maître. La communication est essentielle dans ces opérations, et d'ailleurs, les maîtres d'esclaves font tout pour la maintenir, parce que c'est leur intérêt d'obtenir le meilleur prix possible lors des opérations de rachat. S'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas de rachat. Et donc, pour eux, il faut rentabiliser leur investissement d'une autre manière. Donc, la communication est maintenue par des billets divers, par des lettres qui circulent entre les deux rives de la Méditerranée sans arrêt. Donc, on peut imaginer que ceux qui savent lire et écrire jouent un rôle tout à fait central dans ces opérations. On peut imaginer que Cervantes a écrit des lettres pour d'autres personnes. Mais on le voit bien dans la documentation, combien on nous dit oui, j'ai vu telle personne recevoir des lettres de son fils ou de son frère qui est captif à tel endroit. Comment sont arrivées ces lettres? Eh bien, elles sont arrivées portées par un marchand, par exemple, qui s'est rendu à Alger et qui revient en Espagne, ou bien par un autre captif qui a été libéré et qui est porteur, on peut imaginer, un captif libéré avec plein de documents sur lui pour des proches de compagnons de captivité. Les biais sont absolument nombreux. L'ingéniosité des uns et des autres est absolument fantastique. Et j'ai lu des lettres magnifiques, enfin, qui sont pleines d'émotions, des lettres de captifs qui écrivent, je pense à une en particulier, qui écrit à sa mère:
mais faites quelque chose. Enfin, je suis dans une situation terrible. On parle de m'emmener à Constantinople. Si vous ne faites rien, après, ce sera perdu. Or, vous êtes la seule personne que j'ai au monde. Et si vous n'intervenez pas, je suis perdu. Dans le cadre des procédures de rachat, nombre d'intermédiaires proposaient leurs services. Mais l'intervention des moines rédempteurs était de loin la plus sûre et la plus efficace. Depuis les premières croisades, des ordres religieux étaient voués exclusivement à la rédemption des captifs en terre d'islam. Tous les esclaves d'Alger connaissaient l'existence de ces rédempteurs. Mais pour recouvrer la liberté, il fallait que son nom soit inscrit sur des listes de rachat. Ces listes faisaient état des informations fournies par les familles, état civil, signes distinctifs, mais aussi et surtout la somme versée pour la rançon. Comment les parents de Cervantes vont-ils s'y prendre pour réunir les sommes nécessaires à son rachat et au rachat de son frère? Eh bien, ce que l'on sait à travers les documents que nous conservons sur ce chapitre montre que ces démarches ont été laborieuses, c'est-à-dire que le père de Cervantes, Rodrigo, a essayé de récupérer des sommes qui lui étaient dues, 800 ducats, et il n'y est pas arrivé. Bon, il s'est adressé au Conseil de Castille pour obtenir un subside. Le Conseil de Castille lui a refusé. Alors à ce moment-là, il s'est adressé ce qu'on appelait le Conseil de la Croisade, c'est-à-dire un organisme qui centraliser les sommes destinées au rachat des captifs. Alors là, il a obtenu une aide. Et puis, alors, Doña Leonor, sa femme, a usé d'un subterfuge. Enfin, elle s'est fait passer pour veuve, alors que son mari vivait encore, pour obtenir aussi une aide. Mais cet ensemble de démarches n'a permis de réunir que la moitié de la somme destinée au rachat de Cervantes, mais également les sommes destinées au rachat de son frère. Alors, à ce moment-là, interviennent les moines rédempteurs, c'est-à-dire les trinitaires, qui vont se charger du rachat de Cervantes et qui font régulièrement la navette entre l'Espagne et l'Afrique du Nord et Alger. Ils arrivent avec les sommes qui ont été réunies par les familles des captifs et puis ils négocient le rachat des captifs avec leur maître. Alors, les négociations que mène Fray Juan Gil, qui était le commissaire général de l'Ordre de la Trinité, est très longue parce qu'il ne s'agit pas simplement de racheter Cervantes, mais d'un ensemble de captifs pour lesquels la somme demandée par Hassan est considérable. Alors, donc, il y a une série de négociations qui aboutissent finalement à un compromis. Enfin, certains vont être rachetés, d'autres pas. Et dans ceux qui sont rachetés figure Cervantes parce que le commissaire, Fray Juan Gil, ajoute aux sommes dont il dispose déjà de la part de la famille Cervantes d'autres sommes prises dans le fonds général. C'est-à-dire que la moitié de la somme est fournie par la famille Cervantes et l'autre moitié, en gros, par Fray Juan Gil. Et donc Cervantes va être racheté le 19 septembre 1580, au moment où son maître Hassan regagnait Constantinople et était sur le point de l'emmener avec lui. Donc il s'en est fallu d'un cheveu, n'est-ce pas, qu'il ne parte pour Constantinople, et à ce moment-là, son rachat aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Les tractations menées par les moines rédempteurs sont âpres. Ils disposent rarement de la somme nécessaire à la libération de tous ceux qu'ils souhaitent affranchir. Toute la difficulté pour eux consiste à négocier au bon prix le rachat de dizaines de captifs à autant de maîtres différents. C'est pourquoi le séjour des religieux à Alger dure plusieurs mois, au cours desquels leur sécurité est garantie.
L'argent dont il dispose est placé en lieu sûr, en attendant l'issue des négociations. Nul n'a intérêt à enfreindre ces règles, tant les moines rédempteurs sont le rouage essentiel du commerce des captifs de rançon. Dans le cas de Cervantes, l'émissaire du pacha reste inflexible. Le prix de son rachat reste fixé à 500 ducats or. Bien que disproportionné, les moines consentent finalement à payer cette somme. Ainsi, la captivité de Miguel de Cervantes à Alger touche à sa fin. Quelques jours seulement le séparent du retour en Espagne. Ces jours sont précieux car Cervantes doit se prémunir des calomnies que Juan Blanco de Paz a répandues sur son compte. Pour laver son honneur, il fait pratiquer, sous le contrôle des moines rédempteurs, une véritable enquête de moralité. Ces différents témoignages constitueront des preuves à opposer à un éventuel procès devant le tribunal du Saint-Office de l'Inquisition. Ayant connu Miguel Cervantes à Alger, je jure qu'au cours de sa captivité, il a vécu en bon chrétien. Soucieux du renom de Dieu, on l'a vu se confesser et communier aux jours accoutumés. Il a parfois eu commerce avec les morts et les renégats, mais il a toujours défendu la sainte foi catholique. Nombreux sont ceux qui l'a réconforté et exhorté à ne pas devenir mort ou se faire renégat. Alors, je ne pense pas qu'il procédait tous ces enquêtes de moralité, mais dans le cas de Cervantes, comme il était l'objet d'accusations de Juan Blanco de Paz, il fallait qu'il se justifie pour que, une fois rentré en Espagne, on ne l'accuse pas de choses qu'il n'aurait pas commises, soit d'avoir renié, soit d'avoir eu des relations coupables avec des musulmans. Enfin, il y avait, je dirais, un dossier et qu'il s'agissait de tirer au clair, et c'est ce qu'il a fait. Alors évidemment, tous les témoins sont des témoins à décharge, qui le défendent, et du coup, de cet ensemble de témoignages ressort une image un peu idéalisée de Cervantes, bon, mais cette image s'explique aussi par la situation dans laquelle il se trouvait et les finalités auxquelles répondaient ces enquêtes. Évidemment, on peut considérer que les 5 années que Cervantes a passées en captivité à Alger n'ont pas été des années de vacances. Mais tout bien considéré, on peut aussi penser qu'au fond, il s'en est bien tiré, puisque au cours de cette captivité, il n'a pas subi de traitement cruel, il n'a pas eu à se livrer à des travaux extrêmement difficiles. Et finalement, lorsqu'il est rentré en Espagne, il est rentré dans de bonnes conditions. Il n'a pas eu à rendre compte de ce qu'il avait fait là-bas, d'autant plus qu'il avait son enquête de moralité. Cervantes a échappé à un destin aussi tragique. On peut même penser qu'il a quand même tiré bénéfice de son expérience dans son œuvre littéraire, soit à l'occasion d'une ou de deux nouvelles, soit avec ce fameux récit du captif que l'on trouve dans le Quichotte et qui, en quelque sorte, est un morceau choisi de son expérience. Cervantes, au-delà des expériences qu'il a vécues, et notamment de l'expérience d'Alger, est un écrivain capital parce que c'est l'homme qui a inventé le roman moderne, avec Don Quichotte. Même si les contemporains de Cervantes n'ont pas compris Don Quichotte comme le premier roman moderne, Don Quichotte est ce premier roman moderne. Pourquoi ? Parce que Cervantes est le premier à avoir était au-delà du récit des faits qui peuvent arriver à un personnage. C'est-à-dire, au lieu de nous montrer ce qui arrive au personnage, il nous montre comment le personnage vit ce qui lui arrive. Et c'est cette vision intériorisée des événements qui constitue la grande nouveauté de l'art de Cervantes. À l'automne 1580,
Miguel de Cervantes quitte enfin Alger. Il laisse derrière lui une ville dont la prospérité, pour 2 siècles encore, sera assurée par la course et le commerce des êtres humains. Après lui, des dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants seront à leur tour réduits en esclavage dans la cité barbaresque. Sur le pont du navire qui le ramène vers l'Espagne, Cervantes contemple une dernière fois Alger. Ces 5 longues années marqueront son destin. Redevenu libre, jamais il n'oubliera les affres de la captivité. Bientôt, avec curiosité, les lecteurs découvriront à travers ces récits un univers peuplé de corsaires, de renégats et d'esclaves. Combien ignoreront que ce monde n'est pas seulement le fruit de l'imagination, du génie des lettres espagnoles.